Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui, par son extrême qualité, va vous enchanter, bien sûr, puisque je vends absolument rien. Donc, cette qualité sera à la hauteur du prix de la vente. Est-ce que nous sommes aptes à déjouer les pièges des manipulateurs narcissiques? On peut se poser la question. Certains se la posent. Dans nos relations amoureuses ou amicales, au travail, chez le commerçant, nous sommes manipulés en permanence. Et oui, et nous manipulons tous aussi un peu. Allez, avouons-le. C'est un fait depuis quelques années, c'est aussi un sujet à la mode, livres, magazines, de presse féminine ou de management, sites de coach et autres gourous de la communication, comme dans l'hypnose d'ailleurs. Tous essaient de décrypter ce phénomène. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de plus en plus de la manipulation et des pervers narcissiques? La manipulation serait-elle maintenant devenue le fléau de nos sociétés modernes? Ce qui est sûr, c'est que si elle a toujours existé, elle bénéficie aujourd'hui d'un terrain bien propice à son expansion. Et celui-ci résulte de plusieurs facteurs, bien sûr. Comme la perte de l'autorité, c'est notamment le cas dans la famille. L'autorité paternelle, traditionnelle, a fait long feu. L'autorité parentale est devenue presque tabou et la question de la punition, voire de la fessée, de plus en plus suspecte, pourrait être un jour interdite par la loi, un nouveau article de loi qui va peut-être bientôt sortir. Les parents sont avides de conseils et de stratégies éducatives pour obtenir, sans s'épuiser physiquement et moralement, ce qu'ils désirent de leurs enfants. Autrefois on ordonnait, aujourd'hui on manipule, on développe des stratégies éducatives et pédagogiques pour ne plus avoir à faire preuve d'autorité. La manipulation éducative devient la condition sine qua non pour collaborer et non plus se faire obéir. À la répétition continue des mêmes consignes, lave-toi les dents, va te coucher, et ainsi de suite, se sont substituées des stratégies plus subtiles. Est-ce que tu veux te coucher à 19h30 ou 20h? Ceci n'est-il pas un début de manipulation? Le chantage classique, si tu es sage, tu pourras regarder la télévision, lui a été remplacé par des paroles plus ambiguës. Es-tu capable de montrer autant de gentillesse qu'hier soir? Cela te permettrait de regarder la télévision. Et qu'en est-il par rapport aux menaces? Si tu finis ton assiette, tu seras privé de dessert. Elles se sont transformées en insinuations moins agressives et moins directes. Le dessert se gagne après avoir passé l'étape du plat principal. Entre autres stratégies manipulatoires. La compétition croissante et omniprésente dans tous les domaines de la vie. La compétition exacerbée pour la réussite sociale, tant professionnelle que familiale et même de couple, impose des règles émergentes que l'on doit suivre. Pour y faire face, des stratégies inédites de conquête de la réussite voient le jour. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon pour réussir. Il faut paraître. Il faut être meilleur que l'autre, coûte que coûte. Pour y parvenir, il faut assujettir l'autre, le manipuler, pour obtenir ce que on veut de lui, quitte à le nier pour parvenir à arriver à ses fins. L'individuation de la société, l'image sociale de chaque individu est devenue prépondérante. Chacun se doit de défendre et d'imposer avant tout son image. L'homme Narcisse tombe amoureux de sa représentation dans l'eau de la rivière.
Les nouveaux coqs sociétaux imposent un culte de l'image individuelle, dans lesquels beaucoup, à l'instar de Narcisse, peuvent se noyer. C'est le cœur de la question pour le pervers narcissique, pathologie emblématique et représentative de ces nouvelles normes. La pression sociale est énorme, il faut être un bon parent, un bon amant, réussir sa vie professionnelle, et tout cela en même temps. Chaque fonction est surinvestie, on doit être parfait. Parfait partout. L'individu, pour s'adapter ou pour défendre son image sociale, prend alors les atours du manipulateur afin de combler une représentation sociale qui peut parfois être défaillante. Ou alors il devient une cible parfaite pour un manipulateur patenté, plein de promesses illusoires. Tu dois être comme ceci, tu dois faire comme cela. Et si je vous parle de tout ceci, c'est pour vous faire prendre conscience que si la manipulation est un mode de communication ordinaire, eh oui, ça en surprend encore plus d'un, dans notre société, elle ne doit pas pour autant être acceptée comme telle. Poussée à l'extrême, elle peut en effet arriver à étouffer certaines personnes, certains individus au point de détruire leur identité. Repérer les petites manipulations ordinaires est la première étape pour réussir à déjouer les stratégies des plus petites aux plus grandes ampleurs. Donc, ouvrez l'œil. La manipulation est intrinsèquement liée au processus de communication. Elle consiste à utiliser des stratagèmes dans le but d'obtenir quelque chose de l'autre, de l'inciter à accomplir des actes qui vont dans son sens à lui et non dans le sens de l'autre, et qui vont lui procurer un avantage. Quelle mère n'a jamais incité son enfant à terminer son assiette en prétextant que de nombreux enfants meurent de faim à l'autre bout de la planète? Quel patron n'a jamais dit à son employé: vu vos compétences, vous allez pouvoir boucler ce dossier en un rien de temps? Quel employé, à l'inverse, n'a jamais fait de zèle auprès de son boss dans l'espoir d'obtenir une promotion? Quel mari n'a jamais offert un bouquet de fleurs à sa femme pour se faire pardonner l'oubli de son anniversaire? Quelle femme n'a jamais dit à une amie: après tout ce qu'on a partagé ensemble, tu ne peux pas me faire ça? Ou insister pour sortir avec elle alors qu'elle vient de lui opposer un refus? Allez, tu verras, on va bien s'amuser. Ouais, bien sûr. Chacun de nous est confronté en permanence dans toutes les sphères de sa vie à des situations de manipulation, que ce soit dans le couple, dans le travail, dans la famille. Dans chacune de ces sphères, la manipulation revêt des visages différents. Mais il existe une constante. La manipulation s'exerce toujours entre des personnes qui ont un lien entre elles, qui représentent quelque chose l'une pour l'autre, et cela quelle que soit la nature de ce lien. Comme c'est surprenant. Il peut être librement choisi, dans le cas du couple, ou de l'amitié par exemple, naturel, dans le cas de la famille, ou subi, par force des choses, dans le cas du travail. Dans le couple, parlons-en du couple. Le couple est un des lieux privilégiés de la manipulation, car il repose sur une relation entre deux personnes qui s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre. Dès la phase d'approche, attention, la séduction peut être envisagée comme une forme de manipulation. À quoi servent donc toutes ces flatteries?
ses compliments ou les cadeaux, sinon à s'attirer les faveurs de l'autre. Loin d'être répréhensible, cette forme de manipulation est simplement inhérente aux relations humaines. Et une fois la relation installée, l'amour conçu à la base comme une relation bilatérale partagée peut, dans certains cas, tomber dans un rapport de force, dans le rapport de force entre les deux protagonistes. La manipulation affective peut être utilisée de manière ponctuelle par l'un ou par l'autre pour obtenir ce qu'il désire. Les disputes, les mésententes, les conflits font partie du quotidien de la vie, du quotidien de la vie du couple. Mais quand le couple dérape, c'est parfois parce que la relation d'amour s'est transformée en relation d'emprise. L'un des deux ne veut plus seulement obtenir quelque chose de l'autre, il veut aussi lui enlever son pouvoir de décision, sa volonté, sa personnalité. La confusion est à son apogée quand la victime de l'emprise se méprend sur la nature de la relation et se laisse phagocyter par ce subterfuge bien manipulatoire. Et l'ambition du manipulateur est alors de s'assurer du pouvoir qu'il exerce sur sa victime, mais non de satisfaire le lien amoureux. Quelle importance ce lien a-t-il pour lui dans le travail? Peut-être autre chose, mais la situation hiérarchique favorise la manipulation, car d'emblée une autorité est instaurée. Ouais, le grand chef, le PDG. On le voit bien, la manipulation est souvent le fait d'un supérieur sur son employé, rarement l'inverse. Quand elle se déroule entre collègues, a priori du même niveau hiérarchique, il y a le plus souvent un enjeu de pouvoir, l'un et l'autre ayant des vues sur un poste plus important, ou l'un essayant d'écraser l'autre pour arriver à ses fins, plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Au quotidien, les petits stratagèmes de manipulation, pas toujours très avouables, pour chipper un dossier important à un collègue, pour se faire mousser auprès de son chef, pour obtenir une promotion, pour se motiver à faire des heures supplémentaires, ne sont pas un délit, même s'ils peuvent parfois être difficiles à digérer. Mais quand ceux-ci deviennent répétés, ciblés, la manipulation peut se révéler extrêmement destructrice, ce que l'on appelle souvent harcèlement moral. Dans le monde de l'entreprise, est particulièrement dangereux, qui est particulièrement dangereux, car il met en péril toute la vie de la victime, à la fois sur le plan professionnel, remise en question des compétences et personnelles, baisse d'estime de soi, dépression, burn-out. Malgré l'existence d'une législation, ça, on pourrait bien en parler de cette législation qui vise à défendre et protéger les victimes. La manipulation perverse peut durer des années sans qu'on puisse rien y faire, sauf une seule chose, prendre la fuite. Dans la famille. La famille, c'est vicieux aussi. La manipulation se déroule généralement entre l'enfant et ses parents, dans un sens comme dans un autre. La manipulation ordinaire n'a rien de malsain ou de répréhensible. On ne va pas leur mettre des PV. Le parent fait miroiter à son enfant une récompense pour l'inciter à terminer son assiette, à aller se coucher, à bien travailler à l'école. À l'inverse, l'enfant, lui aussi, peut manipuler ses parents pour obtenir ce qu'il désire. Un bonbon, un coucher plus tardif, une nouvelle console de jeu, un téléphone, un smartphone, en utilisant divers stratagèmes, notamment la menace de faire une crise s'il n'obtient pas ce qu'il veut.
Mais dans certains cas, la manipulation devient perverse. Aïe. Elle est de ce fait, et le fait du parent qui refuse de voir son autorité remise en question et son enfant acquérir son autonomie qui est légitime, et sa personnalité propre dans la construction de la personnalité de l'enfant. Cette ambiance perverse et malsaine a des répercussions importantes sur la vie de l'enfant, et puis sur celle de l'adulte qu'il deviendra, et peut-être même le conduire à devenir à son tour un manipulateur, ou à répéter ce scénario de victime encore et encore et encore. Mais ça, je pense que vous le savez, vous qui l'avez vécu. Dans l'amitié, ici encore, la manipulation se joue autour de l'engagement. Se déclarer ami engage en effet à tenir un certain nombre de promesses, qu'elles soient explicites ou implicites. On ne se juge pas, on reste fidèle l'un l'autre, on est prêt à s'épauler, quoi qu'il arrive. Si la manipulation se joue principalement entre deux, c'est toujours plus ou moins deux, peut-être c'est toujours deux meilleurs amis, ce n'est pas un hasard. Cette relation intime, érigée au-dessus de toutes les autres, porte déjà en elle l'idée d'exclusivité et donc de manipulation. Dans la vie quotidienne, alors là, les occasions d'être manipulé sont très nombreuses. La publicité, le vendeur sur les marchés, le démarcheur à domicile, au téléphone, ils utilisent tous les mêmes techniques pour parvenir à leur fin. Ils prétendent vous écouter et vous comprendre, vous flattent et gagnent votre confiance dans le seul et unique but de vous faire ouvrir votre porte-monnaie et vous faire acheter leurs produits sans trop vous poser de questions, comme dans tous les emails que vous recevez, avec des pubs où vous avez gagné le droit d'être tiré au sort. Et comme ça, on capte votre adresse email, vos coordonnées et autres. Et attention au danger. Les différents buts de la manipulation, ils sont partout. Mais la manipulation, surtout, elle revêt des visages très différents. Pour bien comprendre ces enjeux, on peut distinguer différents types de manipulation en fonction des buts poursuivis par celui qui manipule. On peut schématiser ces différents buts d'une certaine manière, comme par exemple un couple d'amis vous montre les photos de ses dernières vacances à l'île Maurice dans l'espoir de vous donner l'envie de partir avec eux cette année. Dans un magasin de vêtements, une vendeuse vous flatte, cette tenue va ravir. Ouais, c'est ça. Son objectif est clair, vous faire acheter le vêtement que vous êtes en train d'essayer. Autre but de la manipulation, l'adhésion à un idéal religieux, un groupe. Là, je pense à Facebook. Politique ou idéologique, elle regroupe les stratégies mises en œuvre par les sectes ou les partis politiques pour vous convaincre d'adhérer à leurs idées. Parce que si vous n'adhérez pas aux idées des réseaux sociaux, vous vous faites jeter en beauté, alors que soi-disant tout est amour et bonté. Votre conjoint vous dit, lui, de toute façon, je sais bien, tu n'es plus amoureuse de moi. Comme au premier jour, son objectif est que vous le rassuriez sur l'intensité de votre amour. Au téléphone, votre ami vous raconte sa rupture amoureuse et se plaint. Je ne suis pas belle, je ne suis pas intelligente, je ne plairai jamais à personne. Ce qu'elle attend de vous, c'est que vous lui disiez exactement le contraire, et donc la rassuriez sur l'image qu'elle se fait d'elle-même.
Dans tous les cas, la manipulation vise à acquérir quelque chose de manquant. Et là, on tourne toujours autour du manque. Du manque et de la sensation de vide. Qu'il s'agisse d'une chose matérielle ou immatérielle, qu'elle implique un enjeu de pouvoir, de puissance, elle a pour but d'emporter l'adhésion de l'autre, de faire basculer l'autorité de l'autre côté, et donc d'obtenir à son tour un pouvoir de décision. Cet enjeu autour de l'autorité permet également d'établir une gradation dans la manipulation, de la plus ordinaire à la plus perverse. Par exemple, l'enfant qui manipule sa mère pour acheter des bonbons le fait pour accéder à une certaine puissance. Une puissance qu'il n'a pas pour pouvoir acquérir le pouvoir de décision qui lui échappe. Le commercial. Oh, le commercial. Bon Dieu. Qui manipule son acheteur potentiel, cherche à influencer son pouvoir de décision, à prendre la part de décision à sa place et à imposer son autorité de soi-disant expert. Ouais. Le pervers narcissique, alors lui, il revient encore, évidemment. Lui cherche à acquérir l'image qui lui fait défaut, à prendre le contrôle de la vie de l'autre et même à être l'autre. On l'a vu, on peut le voir, la manipulation peut avoir des buts très différents. Mais ce qui distingue les différents cas de manipulation ou dans la manipulation, c'est leur finalité. En effet, contrairement aux idées reçues, toute manipulation n'est pas forcément perverse. Donc, quand je lis certaines définitions, évidemment que je ne suis pas en accord avec elles. Quand un commercial, par exemple, vous manipule pour vous inciter à acheter un vêtement ou un service, ce processus n'est pas forcément perverti. La personne ne fait finalement que son travail, ce qu'on lui demande, pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille, sans objectif malsain derrière. En revanche, ce processus peut être perverti quand la manipulation a pour objectif la malveillance, la destruction de l'autre. En clair, quand il s'agit d'une simple escroquerie. Le manipulateur veut vous faire croire que ce qu'il veut vendre, c'est de l'or en barre, alors qu'en réalité, il ne s'agit que du métal doré, que d'un métal doré. En fait, c'est juste d'aluminium. Voilà pourquoi il existe plusieurs sortes de types de manipulation qui ne sont pas toutes perverses, contrairement à ce qu'on raconte partout et à ce que beaucoup de gens pensent et croient, parce qu'ils sont eux aussi manipulés et vont vous tenir un discours de personnes manipulées sans se rendre compte qu'ils sont manipulés tout en vous manipulant. Ils deviennent aussi eux-mêmes des manipulateurs.